Le tourisme en Égypte, les deux derniers accidents survenus, l'explosion de Taba par un attentat suicide, suivi il y a quelques jours des 8 touristes qui se sont perdus au mont Sinaï. 4 ont été secourus et 4 ont perdu leur vie. Donc, mais en même temps, il y a eu quand même des groupes de touristes qui ont afflué. Donc, pour mieux discuter la situation touristique en Égypte, nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Karim El Manabawi, membre de la Fédération des chambres du tourisme. Bonsoir. Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous M. Hazem Badawi, expert en tourisme. Bonsoir, M. Badawi. Bonsoir, Dama. Alors donc, l'incident qui a préoccupé les Égyptiens en général, surtout que nous sommes pendant une période de vacances, les vacances de mi-année, donc des jeunes ont voulu passer les vacances au mont Sinaï, et c'est la seule région presque en Égypte susceptible d'être couverte par la neige. On n'est pas habitué à ce climat et malheureusement, ils se sont perdus et 4 ont perdu leur vie. Et il y a eu énormément de rumeurs. Donc vous, en tant que responsable un des responsables de cette industrie au sein des chambres de commerce, où est la vérité? Bon, pour commencer, c'est un cas que tout le monde actuellement était très triste de l'entendre. La vérité actuellement, c'est de fuir dans les détails pour commencer. On n'est pas bien équipé pour faire ces genres de sport ou ces genres d'activités. C'est ça la base. Étant donné que maintenant on est en train de chercher qui était fautif, si on était un peu en retard pour chercher les touristes ou les Égyptiens, ça je le prends finalement. C'est bien qu'on a au moins pu récupérer 4 d'eux. Malheureusement, on a perdu les autres 4, mais c'est le temps actuellement de s'arrêter et qu'on se demande qu'est-ce qu'on doit faire pour les activités suivantes dans cette région. Est-ce qu'on peut laisser les Égyptiens, ou même pas les Égyptiens, ça peut actuellement arriver à des étrangers qui décident, qui sont à Sharm el-Sheikh ou qui sont à Dahab, à Nouéba, dans la partie du sud du Sinaï, qui décident d'y aller sur la montagne, étant donné qu'encore c'est la période, ils sont dans la chaleur, dans une température super à Sharm el-Sheikh, puis qu'ils décident d'aller de passer une nuit ou deux à Sainte-Catherine et être sur la montagne. Ça peut s'arriver pour les Égyptiens, ça peut arriver pour les étrangers. On doit actuellement arrêter toutes ces activités si les touristes, étant donné égyptiens ou étrangers, ne sont pas équipés pour faire ces genres d'activités. Oui, mais comment se fait-il qu'ils ont été autorisés à partir? Est-ce qu'ils sont partis à l'insu des autorités? Est-ce qu'ils étaient guidés par des agents des compagnies de tourisme? À base, on n'a pas besoin actuellement d'une autorisation pour faire ces activités. On arrive sur la montagne de Sainte-Catherine et on commence à monter la montagne. Non, mais pour le safari, ils se sont perdus au moment de faire le safari. Mais pour faire le safari, normalement, on n'a pas besoin d'avoir une autorisation officielle pour faire ce genre d'activités. Ils sont montés, ils ont décidé de continuer, faire une petite safari, et malheureusement, ça a fini aussi mal. Mais c'est ça ce qu'on dit. Il y a des choses qu'on doit actuellement limiter, on ne doit pas permettre que s'il y a une autorisation, et cette autorisation actuellement doit être sur la base d'être premièrement équipé, et d'être premièrement avoir au moins un genre de communication qu'on peut toujours les joindre, ou on peut téléphoner à quelqu'un si on est dans une situation terrible. Il n'y a pas de réseau, les portables ne marchaient pas? Je ne crois pas que dans cette partie-là, les portables fonctionnent. Peut-être qu'on doit actuellement commencer à utiliser des walkie-talkies spéciales ou quelque chose, je ne sais pas, mais on doit avoir une base d'équipement, autrement on doit arrêter ces activités. Monsieur Badawi, vous, en tant que guide touristique, est-ce que ce genre d'activité a été fait auparavant par d'autres groupes? Bon, je veux juste aussi ajouter à ce que M. Karim vient de dire, c'est que oui, lorsqu'on arrive
sur le mont Moïse, ou à la base, on a besoin d'une autorisation, mais depuis plus que 10 ans, c'est un ordre de l'État qu'il y a un bédouin de la région qui monte soit avec les groupes, et ça je suis responsable à ce que je dis, et nous, comme guides autorisés, on laisse nos permis avec le nombre de guides, je parle pour les touristes. Aussi, ils proposent pour les Égyptiens, ceux qui veulent faire cette excursion ou cette aventure, de monter avec un bédouin. Moi, je ne sais pas l'enquête est arrivée jusqu'à où, jusqu'à maintenant, parce que c'est quand même quelque chose, il y a 3 ou 4 jours. Et comme vous avez aussi posé la question, ils ont fait un safari. Moi, d'après l'information que j'ai eue, qu'ils voulaient monter à la montagne en haut, et ils ont eu des conseils des bédouins de redescendre, parce que lorsqu'il fait mauvais, ou il y a une tempête dans cette région, ce que, comme Égyptien et comme M. Karim vient de dire, on n'a pas l'habitude, on ne sait pas qu'il fait si froid. Si froid, c'est-à-dire, il fait -8 à la base de la montagne, parce qu'on est déjà sur une altitude de 1300 mètres du niveau de la mer. Vous vous rendez compte? Donc, avant de monter, on est déjà à 1300 mètres. Si on continue à monter, et on n'a pas besoin des équipes, ni rien, parce que c'est une rampe, c'est comme un chaussée simple à monter avec des chaussures de basket, mais s'il est à talons, n'importe, on peut monter. Mais le problème, quand on arrive en haut, il gèle. Donc si en bas, il fait -8, et ça c'est la saison froid à Sinaï, c'est normal qu'ils sont perdus, surtout s'ils n'ont pas obéi les ordres stricts des bédouins, parce que j'ai entendu aussi à la radio, moi, je n'ai pas d'informations sûres, mais les bédouins l'ont dit, on leur a conseillé qu'il va faire mauvais, ou le temps, il y a une tempête, on voit dans le ciel, et ces gens-là, ils savent bien ce qu'ils font. Je parle des bédouins. Je suppose que, malheureusement, les pauvres Égyptiens qui sont perdus là-bas, avec leur confiance en eux-mêmes, comme tous les Égyptiens toujours, ils sont fiers de leur pays, de monter, de faire l'aventure, peut-être, je dis peut-être, qu'ils n'ont pas obéi ou ils n'ont pas donné l'importance aux ordres stricts des Bédouins qui étaient là-bas ou qui ont conseillé, et enfin, ce qui est arrivé, c'est fait. Voilà, ça c'est pour cette sorte d'activité. Et comme je viens de dire, on n'a pas le culture. Figurez-vous, moi j'étais là-bas le mois de mars, le 24 mars, là où il faisait -8 degrés à Sainte-Catherine, et 24 heures après, j'étais à Luxor, 35 degrés. Donc, ce contraste énorme entre l'altitude et la température, nous, comme Égyptiens, on ne le connaît pas. Oui, mais est-ce qu'un bédouin était avec eux? J'ai entendu à la radio qu'ils ont eu des conseils et qu'il y en avait. Mais est-ce que c'est oui ou non? Ça, je ne peux pas le confirmer. Ça, c'est l'enquête. À votre avis, cet accident est survenu à cause des intempéries auxquelles ils n'étaient pas préparés, ou parce qu'ils n'étaient pas bien guidés? Je suppose qu'ils n'ont pas obéi. Parce que là-bas, les Bédouins, ils crèvent pour avoir le moindre travail. Ça, c'est d'après mes expériences. Absolument. Hein? Donc, les Bédouins, toujours, ils proposent. On veut vous guider. Ils parlent pour l'Égyptien ou pour les touristes. Et si on met en considération que maintenant, la saison touristique, il est à plat complètement, comme on le sait, donc je suppose qu'ils ont eu des propositions. Je ne veux pas leur accuser qu'ils ont nié ou refusé, mais je suppose, d'après ma connaissance avec l'Égyptien surtout, il dit oui, c'est un bédouin, qu'est-ce qu'il sait? Mais non, les bédouins là-bas, ils sont les rois de la région. Donc, s'ils ont eu des conseils ou quelqu'un leur a proposé de guider, d'après ce que j'ai entendu, qu'il y a des bédouins qui ont dit, par le nom, le cheikh, je ne sais pas qui, le cheikh tel, il leur avait dit, attention, il y a une tempête, vaut mieux de redescendre ou de ne pas faire cette expédition. Ça, c'est ce que j'ai entendu à la radio, je ne suis pas sûr. Voilà, d'après les informations. Oui. Monsieur Karim El-Malabba, vous avez dit qu'il devait être équipé. Mais comme quoi? Quel équipement on doit avoir? Alors, déjà, pour commencer, pour se me reconfirmer, je dois dire qu'on doit actuellement, c'est le temps vraiment d'arrêter les autorisations qui sont basées sur une pure conseil. Ça veut dire, si on conseille, ça, c'est pas suffisant. S'il y a des bédouins même qui guident les touristes, c'est pas suffisant. On doit avoir les bédouins, disons les guides de la région, mais comme vous venez de mentionner, on doit être équipé, on doit avoir un genre de télécommunication.
si jamais il y a un problème, même si ce n'est pas actuellement durant cette période froide. Si durant avril, mai, même durant l'été, il y a un touriste qui a eu une crise cardiaque, par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? On doit aviser les gens. On doit faire quelque chose, on doit l'amener d'une façon ou l'autre. Il n'y a pas une seule genre de communication qui se trouve dans cette région. Et je ne crois pas que les portables fonctionnent à cette hauteur-là, ça ne fonctionne pas. Alors on doit avoir des genres de communication qui aident à aviser les gens avec n'importe quel problème. Et puis, même pour être sûr que vous êtes bien habillé, pour ne pas laisser les gens avec un pull, par exemple, sur un moins 10 ou moins 11. Même si lui, il insiste, même si les touristes insistent, moi, je dois actuellement les stopper, les arrêter. Parce qu'à la fin, si quelque chose va arriver, c'est l'Égypte qui va payer le prix, c'est pas lui. Ça, alors, être équipé avec un genre de communication, télécommunication, être équipé avec être bien habillé. On part à Dubaï, il y a le ski resort. Et actuellement, personne n'est permis de rentrer que s'ils sont bien habillés. On est dans le centre de ville, on est bien vu, c'est du vitre partout, mais il n'y a personne qui peut rentrer parce que c'est vachement froid. Il n'y a personne qui peut rentrer, sauf avec un sweater spécial, avec les habits spéciaux qui permet aux gens à rester dedans pour une demi-heure ou une heure ou plus long. Est-ce qu'un tel incident est arrivé auparavant? Depuis un moment, vous voulez dire ou... Non, dans l'histoire de l'ascension du mont Sinaï, est-ce qu'il y a eu des touristes qui ont été perdus? Si vous parlez du mont Sinaï, notamment ou spécialement, non. Mais dans le désert, oui, moi je sais, ceux qui ne sont pas bien guidés, et si je veux reconfirmer, comme M. Karim il vient de dire, il y a là-bas des Bédouins qui sont autorisés avec des identités, qui ont des guides de désert. Ils savent, ça c'est aussi une partie de l'équipement, mais c'est vrai, si on met des règles strictes qu'il faut faire ça et pas faire ça, les touristes, à mon avis, ils obéissent, d'après mes expériences avec eux. Mais le problème, c'est la culture des Égyptiens qui veulent faire ces expéditions. Et nous, on doit toujours séparer entre la mentalité égyptienne et la mentalité étrangère. C'est ça. Mais donc, le mont Sinaï, on ne se perd pas là-bas, à moins qu'on descend faux, parce que si on ne suit pas, s'il y a vraiment de brouillard ou il y a de tempête, on peut se perdre. Et si on n'est pas équipé au niveau des vêtements, on ne se rend pas compte. Parce que lorsqu'on monte, on bouge, il fait chaud. Et lorsqu'on arrive au sommet, on tremble, on gèle. Même les Bédouins, là-bas, parfois, ils louent des couvertures et des trucs comme ça. Donc, moi j'ai monté des centaines de fois, et j'ai fait l'expression plusieurs fois dans ma vie, toujours, j'ai dit aux touristes, prenez des choses chaudes, on peut l'attacher autour du torse jusqu'à ce qu'on monte en haut, parce qu'on va transpirer, étouffer, mais en haut, on aura besoin du double vêtement. Et normalement, malheureusement, les pauvres, ils ont perdu leur vie à cause du froid. Parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir en gel là-bas. Si je dis moins 8 en bas, ici on descend, on commence à avoir la tension, on commence à baisser et tout ça, c'est difficile. C'est difficile et c'est compliqué. Voilà. Oui. Parmi ce que les médias ont rapporté et ce que les gens se disaient, c'est qu'il y a eu peut-être, je veux dire, l'intervention des autorités n'a pas été suffisamment rapide. Est-ce qu'on peut reprocher aux autorités de n'être pas intervenues au bon moment? Moi, je ne crois pas. À ce que j'ai entendu, il y a toute l'enquête, que tous les détails doivent être actuellement annoncés d'ici dans quelques 2-3 jours. Alors, tout ce qu'on a entendu sont des histoires, pas confirmées, mais à ce que j'ai entendu des gens que je connais à côté, j'ai un bureau juste à côté, que les autorités ont bougé aussitôt qu'ils ont su du problème. Le problème, c'est que quand est-ce qu'on a actuellement contacté ou quand est-ce qu'on a avisé les autorités? C'est ça le problème. Et c'est là où on dit on n'est pas équipé avec un petit genre de télécommunication pour aviser les gens avec un problème. Ce sont les amis, probablement, les amis
de ceux qui se sont perdus, qui ont fait ces démarches-là? Ben, je ne sais pas. Ben, je crois que ce sont des autres Bédouins qu'ils ont annoncé après qu'ils n'ont pas trouvé les gens Ce que j'ai entendu aussi, ce que j'ai entendu, mais toujours on ne peut pas... C'est une enquête, ils sont en train de chercher, d'avoir plus de détails, mais la base est de savoir c'était quoi le problème et d'essayer de relancer ce genre de sport ou ce genre d'activité avec une base, une base d'autorisation, d'équipement, d'être guidé avec un guide autorisé. Tout ça, ça doit être... On peut pas actuellement, on ne doit pas accepter, laisser les gens, même s'ils incitent de ne pas le faire, ça doit être un grand non, parce qu'à la fin, ce n'est pas eux qui vont payer. Ben, eux, ils vont payer, mais encore, l'Égypte et le tourisme va payer beaucoup plus. La question n'a pas encore été tranchée et un journal privé a publié que l'un des amis d'une des victimes a appelé. On lui a dit non, on ne peut pas faire sortir un hélicoptère avant 10 jours parce qu'il y a des procédures à faire. Est-ce que ça peut arriver? Est-ce que ça peut être vrai? Bon. Comme certitude, non, je ne suis pas sûr de ça. Donc, si on écrit dans les journaux, je ne veux pas ni nier ni confirmer, mais je ne suis pas d'accord du tout parce que, et sans glorifier l'autorité, le fait de trouver le corps dans 2 jours dans Sinaï, moi je fais pari qu'un bédouin ou quelqu'un qui est expert, à part l'autorité ou l'armée, peut trouver le corps dans ce durée si court. D'accord? Par mes expériences privées, pour le moindre de problème, et par exemple, on a une fois une pneu crevée, le moment là où j'ai déclaré l'armée, parce que ces zones-là sont protégées, des zones par l'armée ou par la police. J'ai eu le secours dans une demi-heure, dans 1 heure dans le désert, et c'était très très rapide. Et moi, d'après ce que je sais aussi, qu'il y a des avions qui sont de l'armée, et ça c'est une information, on peut le dire, surtout pour ces cas-là, qu'ils sortent immédiatement. Donc moi, je doute un peu de ces nouvelles ou ceux qui a écrit ça. On peut dire les rumeurs dans cette situation de l'État, madame, ça peut arriver. Et je vais vous dire que tous qui ont attaqué l'autorité sur le Facebook, ils excusent maintenant. Il y a des gens qui disent on a fait cher sans savoir exactement la vérité et sans des excuses. Donc, dans 2-3 jours, ou les derniers 2-3 jours, des rumeurs qui passent à gauche, à droite, oui. L'aller-retour. Il faut dire qui sont ces membres, quelle est cette autorité, je veux dire? Est-ce que c'est le service de la sécurité de l'État? Est-ce que c'est l'armée? Est-ce que c'est la police? Le 122, ça peut, et il réagit, et moi je travaille à Sinaï. Non, mais qui sont en charge de cette région? Qui devait intervenir ou qui sont intervenus outre l'armée? C'est entre l'armée et le police là-bas, et ça c'est sûr. Et le portable, il fonctionne pas mal. Mais pas en haut, mais pas sur le mont. En haut, il fonctionne aussi. Ah bon? Oui, il fonctionne. Bon, il y a des réseaux. Au sommet. Au sommet. Pas au sommet. Dans certains sommets, pas le sommet pas dans certaines vallées. Je dis parfois, il capte, mais pas souvent. Ça, c'est vrai. Ça dépend, on est où. S'il y a une montagne entre l'antenne, mais ça marche. Et il y a aussi des petits walkie-talkies. Avec les spécialistes, les agences de voyage, ils donnent ça. Voilà. Même ils donnent parfois le téléphone du satellite qui s'appelle Thoraya. C'est connu. Donc ça existe. Ce n'est pas une chose qu'on aimerait intégrer par la suite. Ça existe, mais sans service, comme M. Karim a dit. Et il faut toujours s'accrocher ou engager des spécialistes pour plus, à partir de l'agence de voyage, passant par les guides, arrivé par le bédouin. Et le bédouin qui joue en traite, donc c'est comme une pyramide. Si on met les règles, il faut l'obéir strictement, il n'y a aucun problème. Donc, quelle était leur part d'erreur? C'est-à-dire, quelle est l'erreur qu'ont commis les... Ça, je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Déjà, ça, je ne suis pas bien au courant. Je ne veux dire, mais je dis, s'ils n'ont pas obéi selon les paroles des Bédouins, selon ce qu'il dit, on leur avait dit, on arrête parce qu'il y a une tempête maintenant. Si ça, c'est comme ça, donc ça va être leur faute.
Et parce que, comme vous dites, les équipements existent déjà dans les compagnies de tourisme. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas entrepris cette démarche avec une compagnie de tourisme. Vaut mieux chez les spécialistes. Les Égyptiens ont confiance, dit c'est notre pays, on fait ce qu'on veut. Je ne veux pas leur accuser, je ne sais pas, je n'étais pas avec eux, mais toujours on dit on n'a pas besoin, non, non, on va monter et redescendre. Et ça a l'air facile. Le mont Moïse, c'est pas compliqué de le monter. C'est très facile, ça a l'air facile comme ça, mais quand on rentre, on traverse, on passe au milieu, on arrive au sommet, comme on vient de dire, commence à faire froid, on commence à dire mais on est où, on ne peut pas s'orienter. Par exemple, quelqu'un comme moi, que je connais pas mal le désert, s'il y a de nuages, j'arrive pas à avancer parce que j'avance selon le soleil. Si le soleil est disparu, je ne sais pas, il faut avoir un bédouin. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque l'État a fait l'ordre des bédouins et ils sont organisés par la police, et le policier demande le permis de guide, et il prend la pièce d'identité du bédouin, il lui dit, voilà, il prend toutes les garanties, il dit, quand tu redescends et tu confirmes avec ton guide que les clients sont descendus, tu prends ta pièce d'identité. Ça, c'est depuis 10 ans, au-delà de ça encore. Si M. Karim, comme spécialiste, peut savoir la date exactement là où l'autorité a fait ça. Donc, c'est organisé. Mais si on veut faire une expédition, on dit, on s'en fout, non, on n'a pas besoin. Surtout l'Égyptien, aujourd'hui, avec la liberté et la révolution, si un bédouin dit, je vais venir avec vous, dit, non, 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 il va demander des sous. Non. Alors, on va aller tout seul. Je suppose, je ne peux pas leur accuser, mais je suppose que c'était comme ça. Voilà. En plus, seulement pour le confirmer, en plus, tous les équipements qui existent, c'est en privé. Oui. Ça veut dire je peux avoir ces équipements au point de vue compagnie privée. Je vais les donner à mes clients, à moi. Je ne les donne pas aux autres. Alors, c'est ça ce qu'on dit. C'est pas que moi, je le fais et j'oblige les gens à le faire. C'est accepté. Et puis, les autres n'ont pas les équipements ou n'obligent pas les gens à le faire. Ils reçoivent des autorisations. C'est ça ce que nous, comme pays, on doit arrêter. La même chose qui se passe aujourd'hui, jusqu'à maintenant, et pour des années à Sharm el-Sheikh, pour ce qu'on appelle les quadrunners, les 4x4 des bikes. Oui, vous voyez, toutes les photos, même les photos de promotion qu'on utilise, et ça, c'est un grand problème. Les photos qu'on utilise, vous voyez les gens sur les 4x4 des bikes, les quadrunners, sont les chapeaux spéciaux qu'on doit actuellement mettre si jamais on tombe quoi, sur le désert, sur des cailloux. Et les gens sont laissés à faire ça. Il n'y a pas même le choix. Ça veut dire il y a des gens qui n'obligent pas parce qu'ils n'ont pas pour commencer ces genres de chapeaux. Des casques. Des casques, exactement, ces genres de casques. Nous, par exemple, on peut jamais laisser les gens. On a nos propres casques. Alors, si jamais le propriétaire des quads n'ont pas des casques, on ne laisse pas les touristes comme ça. Et le grand problème, c'est qu'on laisse les photos circuler dans tout le monde en disant que voilà, on est de 4x4, on a les quads, on a le désert, c'est magnifique. Actuellement, ce sont des photos magnifiques, mais la première chose que les agences à l'étranger disent, mais comment ça se fait, les gens sur les quads, ils sont des casques. C'est la même chose. Oui, c'est-à-dire c'est l'exigence qui nous manque. Ouais. Un autre, évoquant le mont Sinaï, je dois dire que moi personnellement et un de nos collègues, un des réalisateurs, on s'est perdu justement sur le mont Sinaï parce qu'on était en train de filmer, mais c'était au mois de septembre, donc il ne faisait pas aussi froid. Ouais. Et c'est au moment de descendre. On a probablement fait une faute avec le restant de l'équipe, et puis en un clin de seconde, tout était fermé, les petits kiosques de thé et d'eau et tout, on n'a trouvé personne. Mais justement, pour être sûr de descendre devant le monastère, sinon on est complètement perdu dans le désert, après être descendu, on est remonté encore une fois pour suivre les traces des pieds. Descente, ce que je veux dire concernant les autorités, c'est que nos collègues ont alerté les autorités et ils ont dit dans 1 heure, s'ils ne sont pas là, on monte les chercher. Et donc, voilà, ils sont intervenus, et puis, mais on était déjà en route, quoi. Donc, c'est pour ça que quand on entend dire que les autorités ne sont pas intervenues, il faut savoir la vérité. Je veux juste dire quelque chose. Si vous descendez le mont Moïse et qu'il fait clair, il n'y a que 2 chemins, on ne peut pas se tromper. Un qui est le simple, le normal, l'autre, il est dur. Mais vous allez atteindre à la fin le monastère, mais juste,
il faut faire des marches considérables, rochers, énormes. oui. C'est ça. Donc, et c'est plus rapide, mais c'est tellement fatigant pour les genoux. D'accord? Mais si il y a du brouillard, une tempête, et on passe de l'autre côté, ce que personne ne le fait à moins qu'il y ait envie de faire une expédition, une aventure, je suppose que ça c'était le cas, je suppose. Mais en descendant, il n'y a que deux chemins. Ce qui tourne direct à droite, ça c'est... j'ai monté et redescendu plusieurs fois. Parfois, il y avait des touristes qui sont trompés de chemin et on les rattrapait du monastère de côté. Il me dit, on est arrivé plus vite, mais vraiment, il y avait des roches, des marches énormes. Mais ça, on dit le chemin ou les escaliers des moines, les marches des moines. Parce que les moines ont une allée spéciale pour eux. Voilà. Je voulais juste Donc, préciser. en fait, nos touristes ne se sont pas perdus lors de l'ascension. C'était pour faire un safari, outre la montée. Je suppose, je ne sais pas. On ne sait rien, peut-être qu'ils sont actuellement perdus, ils voulaient descendre, ils n'ont pas su d'où est-ce qu'ils sont montés. On ne sait rien. On ne sait rien parce que actuellement, les gens qui pourront à la fin dire les détails sont les autres qu'ils ont trouvés, les quatre qui sont... Et le météo aussi, le rôle de mes météos. Ça, c'est si vraiment on n'arrive pas à voir la vision est difficile, ça c'est dans le monde Moïse, comme ils disent, Moïse, il était perdu 40 ans, pendant 40 ans dans ces montagnes, c'est un endroit, si on ne sait pas vraiment se débrouiller ou avec quelqu'un, un connaisseur, il y a un risque, il y a un grand risque. Un autre incident a frappé le tourisme en Égypte, c'est l'accident de Taba. Donc, dans quelle mesure un tel accident, ce suicidaire, cet accident terroriste a eu un impact sur le tourisme qui a commencé déjà à s'épanouir? L'impact est très profond, très profond. Et actuellement, malheureusement, que ça passait, pour être très précis, la seconde qu'on était en train de décoller. C'était la seconde qu'on était en train de décoller. On voyait déjà les lumières au fond du tunnel. On était là pour même le mois de mars. Pour même le mois de mars, on a bien senti qu'il y a un bon décollage. Ça ne veut pas dire qu'on est de retour à notre 13 millions ou 14 millions, mais on voyait les gens arriver, on avait les demandes. On aurait dû actuellement avoir un acceptable mars et avril en comparant à 2013, 2012, pas à comparer à 2010, mais c'était en train de revenir le business, les affaires. Octobre, la saison prochaine devait être une très bonne saison. Ça nous a actuellement reculé. Aujourd'hui, je viens de lire une statistique qui m'a un peu effréné, c'est que 80% du nombre qui devait arriver des Russes ont annulé. Ici, ce ne sont pas les 80% de 2010. On est à 80% de 2013, qui est déjà à 60% de 2010. Alors, on parle des quelques poussières, ce ne sont pas des nombres. Alors, on sait bien que les Russes sont les gens qui vont prendre plus de risques que l'Europe de l'Ouest ou les Américains ou les Australiens ou les autres. Alors, ça va avoir actuellement un effet très, très, très grave. Est-ce que ça concerne tous les aspects du tourisme ou le tourisme baleinaire à Hurghada et Sharm el-Sheikh est intact? Non. Pour commencer, on n'avait que le tourisme balnéaire. Pour commencer, on n'avait que ça. On était à 50 à 55% du trafic normal de la partie du trafic de mer Rouge. Pour commencer. Et ça, c'est un vrai pourcentage. On était entre 50 à 60%. N'en parlons pas avec les prix, mais on parle maintenant avec le nombre. On était entre 50 et 60% sur le trafic balnéaire. Alors, si ça va affecter, actuellement, ça ne peut pas affecter le trafic culturel à présent parce qu'il n'y a rien. Luxor et Aswan, on est à 10, 15, 12%. Les bateaux sont même moins. Mais actuellement, ce que ça a vraiment affecté, c'est les lumières qu'on voyait à la fin du tunnel et le trafic qui devait arriver au mois de mars sur la partie culturelle, mars, avril, et surtout les investissements que les agents de voyage à l'étranger, surtout en Europe, qui
qui ont décidé de faire un peu d'investissement sur la saison prochaine de l'Égypte, sur la partie culturelle. Et à mon avis, ça va être, je veux pas être négatif pour dire ça arrêter, mais ça va être actuellement se freiner un peu. Monsieur Badawi, vous êtes guide touristique et récemment, vous aviez fait plusieurs voyages à l'étranger. Vous avez eu des relations très bénéfiques et vous aviez dit qu'il y avait quand même une amélioration. Est-ce que les gens ont annulé? Ah, ça, ce que je voulais dire, je veux juste ajouter une petite chose que M. Karim vient de dire, c'est que on n'avait que le balnéaire, et je vais retourner à ce sujet-là, parce que bien sûr j'ai des informations, je vais le dire tout de suite, c'est que aussi le balnéaire, surtout à Hurghada, c'est ça ce qui a fait Luxor survit, ou il a survécu les derniers 3 ans avec les excursions journalières entre Hurghada et Luxor, avec des grands bus de 30-40 personnes. 3 heures le matin, départ d'Hurghada, ils visitent les temples de Luxor, Karnak, la vallée des rois, ils retournent. Et ça, ce qui a aidé un petit peu, on ne parle pas des bateaux et tout ça. D'accord? Ça, c'est premièrement. Donc, ce que j'ai su d'après mes relations avec les Européens, que d'après cette histoire-là, qu'ils ont conseillé leurs clients de ne pas quitter les villages vacances, même ils ont conseillé d'arrêter strictement les excursions journalières. C'est-à-dire, ça va toucher Luxor, surtout je parle de Luxor comme un centre qui distribue entre Assouan et les croisières, etc. Et ça, c'est aussi l'écho de mes amis en Europe. Ils ont dit, surtout qu'il y avait une menace sur l'Internet, aussi pour chasser les touristes, je crois que tout le monde a entendu, ça c'est pas un secret, ils ont dit, si ça c'est juste, il concerne Sharm el-Sheikh et les stations balnéaires, les avions vont continuer à atterrir. Et ça, c'est l'information d'une grande agence touristique d'un grand pays en Europe qui nous envoie pas mal de touristes qui ont un charter à Marsa Alam et à Sharm el-Sheikh régulièrement. Ils vont continuer parce que ça, bon, ça c'est pas gentil à le dire, mais c'est toucher des touristes, mais pas des touristes européens encore. Donc ce que, bon, il faut pas dire ça, mais ça c'est l'écho chez une partie des Européens que jusqu'à là, c'est bon, espérons que ça n'arrive pas. Et je veux vous dire quelque chose, qu'ils attendaient. Ils m'ont dit, Hazem, jusqu'à maintenant, depuis la Révolution, les attentats n'ont pas touché les touristes. Et ça, c'est la première fois, comme malheureusement, ce que vient de dire, on voyait la lumière au bout du tunnel, que c'était bien. Bon, ça va gâcher, bien sûr, et ça va freiner. Mais on espère que ça arrive souvent et les gens oublient vite. Oublient vite. Et ça, c'est aussi un don qu'on doit remercier tout Dieu pour ça. Mais est-ce que ceci touche uniquement les touristes étrangers ou bien les touristes égyptiens aussi? Les Égyptiens, je crois que ça ne leur touche pas, à mon avis. D'après... À votre avis, ils n'auraient pas peur de voyager, de se déplacer? Par contre, les preuves, ceux qui sont perdus, là, ils vont voyager. Les Égyptiens, ils voyagent. Mais ce que nous, on attend, ce qui est rentable, c'est le touriste étranger, surtout qui vient de l'Europe et des États-Unis. C'est ça ce qui fait tourner la route de l'économie. Il faut être honnête et franc. Après l'incident de Taba, un groupe de touristes américains était censé venir et ils sont venus parce qu'ils avaient pris comme un package, une offre de 3 pays, la Jordanie, l'Égypte et Israël, je crois, et ils sont venus. Est-ce qu'ils sont restés? Est-ce que ce genre d'offre va persister ou est-ce qu'ils ont quitté? Moi, je ne suis pas au courant de ce que vous venez de dire, mais d'après les expériences que j'ai travaillé souvent entre Israël, Jordanie et l'Égypte, j'ai accueilli des touristes, surtout des pèlerins, le même cas de ces Coréens. Souvent, pendant ou durant 10 ans, depuis 2000 jusqu'à 2000, depuis même 99 jusqu'à 2011. Toujours ils venaient, et ça c'est un genre de tourisme, je vais vous dire que les pyramides et les sites égyptiens sont vendus depuis Israël et Jordanie. Mais je parle maintenant, c'est pur tourisme. C'est une sorte de tourisme très très bien et très rentable parce que c'est rapide, 3-4 jours, des pèlerins qui viennent juste pour visiter Jordanie, Jérusalem, l'Égypte, même ils visitent
jusqu'aux pyramides. Et parfois, ils passent ou ils continuent jusqu'au sud de l'Égypte une semaine. Bon, je ne suis pas au courant des cas des Américains que vous venez de parler, mais je parle comme tourisme général ou comme un cas. Ce sont des programmes extraordinaires. Je souhaite que l'État veille à ça au futur et faire une propagande parce que ce sont très rentables. Et le plus important que toujours on oublie, qu'est-ce qui attire les touristes chez nous? Le climat. Comme on vient dans le cas quand on parle. Il y a un contraste énorme. Dans un endroit comme Sainte-Catherine ou Sinaï, il fait 0 ou moins 8. En même temps, à Luxor, il peut arriver à 30. La Côte du Nord, autre chose. Toute cette beauté de température n'existe nulle part dans n'importe quel pays du monde. Et ça, c'est les facteurs qu'on a, qu'on ne se rend pas compte. Donc, on va relancer de nouveau et, comme on dit, vaut mieux d'allumer une bougie au lieu d'insuler l'obscurité. Voilà. En tant que membre de la Fédération des chambres du tourisme, vous qui êtes les façonneurs de cette industrie, est-ce qu'il y a des mesures que vous comptez prendre pour faire face à tout ce dégât? Je sais bien que ça va commencer avec la police de tourisme. Et il y a beaucoup plus d'étapes qui vont être prises pour éviter. Mais il faut être très franc ici. Oublions qu'on a 13 millions, 5 millions, 6 millions. Disons qu'on a 1 million de touristes. Comment est-ce que vous pourriez actuellement surveiller 1 million qui se trouve pas seulement au Caire, mais c'est au Caire, à Luxor, à Assouan, dans la mer Rouge, partout, c'est impossible. Ça veut dire il y a des choses qu'on doit actuellement, on doit contrôler déjà la source de problèmes avant d'actuellement contrôler les individuels, à mon avis. C'est un problème politique qu'on doit actuellement résoudre, parce que ce n'est pas un problème de sécurité, c'est le problème politique qui actuellement affecte le problème politique. On a maintenant 6 millions, 7 millions de touristes, on a eu quelques problèmes. Quand on avait 14 millions, on n'avait eu rien. On n'a rien eu. Alors, ce n'est pas actuellement la sécurité aussi que le problème politique qu'on doit résoudre. Par contre, une autre chose à mentionner, c'est que ce qu'on doit actuellement résoudre, c'est que notre capacité d'attaquer le média international. Parce que sans avoir un bon PR, sans avoir une façon logique, professionnelle pour adresser le média international, c'est ça le grand problème. Si rien se passe après l'histoire du tabac, si on n'attaque pas le média international avec une façon professionnelle, ils vont continuer à publier les articles qui actuellement commencent pas sur tabac, mais ça commence de 1997. Vous lisez aujourd'hui des articles qui commencent, avant de dire ce qui s'est passé à Tabac, ils commencent avec ce qui s'est passé à Luxor en 1997. Alors, sans avoir des compagnies spéciales pour adresser le média international, et ça, on a demandé de ça il y a des années et des années. Nous, on ne peut pas le faire localement. On doit avoir des compagnies, il y a des compagnies spécialisées pour faire ça. C'est une profession. C'est pas M. Badawi qui est un bon guide ou Karim qui sait négocier. Non, on doit avoir des compagnies spécialisées pour adresser et pour être sûr que le PR de l'Égypte à l'extérieur est toujours positif, même dans le cas où on a des problèmes. Aussi, sur le même sujet, pour le média. Par exemple, je vais vous dire dans 30 secondes comment, par exemple, un pays comme l'Allemagne a diffusé ces nouvelles de cet attentat et comment la télévision de Luxembourg l'a diffusé. En Allemagne, ils ont dit un attentat à Sinaï en Égypte était tel et a continué. Au Luxembourg, ils ont dit un attentat à la frontière d'Israël au nord de Sinaï, là où c'était juste à la frontière. Donc, vous voyez la façon laquelle ils diffusent. Et comme M. Karim vient de dire, c'est pas ni moi, il y a vraiment des spécialisés qu'on peut s'adresser et qu'on leur dit juste de diffuser, pas cacher, on ne veut rien cacher, juste on diffuse les nouvelles comme il faut, franc, pour être franc,
clair, oui, ça c'était à la frontière et c'était à quelques minutes que le touriste passe de l'autre côté aurait été terminé, mais bon, c'est le destin, c'est comme ça. Donc la façon à laquelle ils ont diffusé, c'est ça. Vous voulez dire qu'ils ont laissé entendre que c'était un attentat politique à l'encontre d'Israël? Si on dit en Égypte un attentat assassiné en Égypte, alors ça va prendre depuis Alexandrie jusqu'à Abu Simbel au sud et depuis l'est de Sinaï jusqu'à Marsa Matrouh à l'ouest. Mais si on dit à la frontière, là on sait oui, ça cet endroit, il y a de perturbations, malgré ça, les touristes viennent et arrivent, et comme on vient de mentionner notre spécialiste, qu'on voyait la lumière au bout du tunnel, et donc malgré tout, on a des facteurs que les gens vont venir et revenir. Mais il faut un bon avocat, je dis un bon avocat, ça veut dire quelqu'un qui parle pour le média, qui lance, qui diffuse correctement et honnêtement, sans rien cacher, mais clair, net et précis. Voilà. Très bien. Donc, il est temps de mettre terme à notre rencontre. Espérons que les choses aillent pour le mieux, qu'il n'y aurait pas d'autres attentats, que ces groupes terroristes soient réprimés le plus tôt possible. Donc, je tiens à remercier monsieur... Et qu'on fait notre devoir. Voilà, ça aussi d'un autre côté. Donc, monsieur Karim El-Manabaoui, vous êtes membre de la Fédération des chambres du tourisme. Monsieur Hazem Badawi, vous êtes guide touristique et expert en tourisme. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci beaucoup, madame. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous, bon week-end et à la prochaine.